Merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, le débat politique. Le social va mal. Est-ce pourquoi le Premier ministre distribue des billets verts à chaque apparition en public? On se posera cette question. Il y a des usines qui ferment, les unes après les autres. Exemple de Bralima au Congo central, de Nestlé qui annonce la fermeture en janvier prochain. Ça sera des chômeurs en plus. Nestlé ferme à Kinshasa, mais assure que sa gamme de produits sera toujours sur le marché Nestlé. C'est le conditionnement du lait Nido, c'est la fabrication des cubes Magie, c'est Nesquik, c'est Nescafé et plein d'autres produits pour enfants. Et le congrès de l'UDPS, la réunification est-elle toujours possible? Pourtant, à l'IMT, on considère que Tshibala s'est auto-éjecté, du parti. Du coup, cette question en 1000 francs congolais, pourquoi ne pas créer un autre parti? Parce que l'UDPS, c'est limité. L'UDPS est tout de même Tshisekedi. Avec moi sur ce plateau, Oscar Lugendo, il est porte-parole des FAC Opposition. Les FAC Opposition qui ont comme modérateur ou comme co-patron Ingele Ifoto et Eva Mwakassa, c'est pour marquer la différence avec les FAC Fayoulou, bien entendu. Il est au rassemblement Kassavubu. Il en est le porte-parole intérimaire, étant donné que le porte-parole Bruno Tshibala est Premier ministre. C'est donc le monsieur Finance et Budget au cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala. Oscar Lugendo, bonsoir. Bonsoir. J'irai Sansala, il est cadre à l'ARC. L'ARC, c'est le parti d'Olivier Kamitatou. Il est au G7, au rassemblement limité. J'irai Sansala, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation. Alors, J'irai Sansala, il y a peu de chances que Katumbi soit candidat à la future présidentielle. Que deviendrait le G7? Non, madame, vous ne pouvez pas affirmer qu'il y a peu de chance. Katumbi, c'est un citoyen qui jouit de ses droits civils et politiques. Il a été condamné abusivement, vous le savez, c'était un simulacre. Il sera candidat, il est en train de se préparer pour rentrer au pays. Aucun Congolais ne peut empêcher un autre d'être candidat. En fait, il faut donner l'ouverture à tout le monde. Si vous estimez avoir des compétences, vous estimez avoir la vision, la gouvernance, eh bien, il faut vous lancer dans le combat. Et ça ne sert à rien d'embêter Katumbi ou de l'exclure. Il sera candidat. Toutes les tentatives de revenir au pays ont échoué. Non, non, madame, nous y travaillons. Katumbi sera là. Ce qu'il faut retenir, c'est vrai, il est encore à l'extérieur du pays. Le pouvoir ne veut pas de Katumbi tout simplement parce qu'il fait peur. C'est un candidat qui ratisse large. Il est populaire, s'il faut le retenir. Il est soutenu par une frange importante des politiques congolais. C'est ce qui fait peur à la majorité présidentielle. Il multiplie les entraves, il multiplie des stratégies. Mais ce qu'il faut retenir, Katumbi sera là, il va compétir et certainement il va gagner l'élection. Le Rassop Kassavubu présentera-t-il un candidat à l'élection présidentielle? Le moment venu, puisque nous sommes encore dans le temps de la réflexion, nous sommes des responsables. Le moment venu, certainement que le Rassop Kassavubu va envisager l'opportunité de présenter ou non un candidat au président. Alors pour revenir à l'ARC, El Kamitatou a renoncé à la conquête du pouvoir. Est-ce qu'on tente du rôle de porte-parole de M. Katumbi? Bon, il n'y a qu'une seule ARC. Vous savez, si je peux vous rappeler, quand vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, cette loi interdit que deux partis politiques puissent avoir la même dénomination et utiliser les mêmes signes distinctifs. Donc, Kamitatou, porte-parole de Katumbi, vous comprenez avec moi il a donné une lisibilité au candidat Katumbi. J'avais dit ici que c'était une marque d'humilité. Il avait mis de côté sa casquette d'ancien président de l'Assemblée, plusieurs fois ministre, et bien pour une cause qui est de redonner fierté aux Congolais, pour que nous ayons effectivement des dirigeants qui pensent au bien-être des Congolais, il a accepté de travailler avec Katumbi, bien entendu parce qu'il partage aussi la même vision qui est celle de faire respecter la Constitution et puis redonner encore confiance au peuple congolais qui, aujourd'hui, est quasiment nul.
On va aborder ces questions qui vous concernent tous les deux. Le congrès de l'UDPS. L'UDPS était un immense parti. J'imagine que chacun d'entre vous a un avis à émettre sur ce qui se passe. Le congrès de l'UDPS, est-ce que la réunification est possible? Congrès de l'UDPS. L'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition, on l'a toujours dit. Après la mort de Étienne Tshisekedi, l'UDPS s'est retrouvé en lambeaux. En lambeaux puisqu'il y a une bataille de leadership au niveau de l'UDPS. Cette bataille de leadership s'est traduite notamment par des auto-exclusions successives. Je rappelle aux gens qui ne le savent pas, puisque moi, la lecture, c'est ma passion, en lisant les statuts de l'UDPS, je constate que la sanction auto-exclusion n'est pas prévue par les statuts du parti, mais inventée pour les besoins de la cause par ceux qui ont comme objectif malheureux d'écarter les cadres du parti qui leur font ombrage. C'est ça la réalité. Parce que, comment peut-on envisager un seul instant que M. Bruno Tshibala, qui a des convictions bien ancrées, et de par leur essence, ces jeunes politiques ne peuvent jamais s'accommoder de la transhumance. On ne va pas pousser M. Bruno Tshibala à la transhumance après 36 ans de lutte. Puisque cette transhumance correspondrait à quoi? Au reniement de ses convictions profondes. Au reniement du combat qu'il a mené 36 ans durant. À un errement idéologique et à un reniement des idéaux et de la ligne de conduite édictée par le patriarche Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Ligne de conduite qui constitue en fait le testament politique d'Étienne Tshisekedi. Alors, je dirais sans arrêt, est-ce que la réunification est toujours possible à l'UDPS? Madame, je dirais oui et non à la fois. Je voudrais rappeler ici, je vois mon co-débatteur en train de prononcer un discours. Cher ami, il faut dire ceci. M. Tshibala n'est plus de l'UDPS. Il n'est plus de l'UDPS parce que nous étions en négociation au centre interdiocésain de Kinshasa et finalement, il devait y avoir un Premier ministre. Les rassemblements voulaient qu'il y ait un Premier ministre fort. Madame, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas que Félix Tshisekedi était considéré comme un homme providentiel. Non, non. On voulait tout simplement quelqu'un qui fédère, qui rassure. Aujourd'hui, il n'y a pas eu élection. Bruno Tshibala a posé la question pourquoi il n'y a pas eu élection, il ne saura pas répondre. Il y a certaines sources qui disent même qu'il ne dirige même pas ce gouvernement. Vous voyez même la configuration de ce gouvernement. Et on parlait des ministères régaliens qu'on devait partager, il a tout cédé. Donc, en réalité, Bruno Tshibala joue les jeux du pouvoir, il n'est plus de l'UDPS, s'il faut le dire, alors je le dirai avec fermeté. Je ne suis pas de l'UDPS, excusez-moi, mais l'UDPS c'est quand même un parti politique qui a fait ses preuves dans la lutte pour la démocratie. Et lorsqu'il faut soutenir sa cause, eh bien, je le ferai. Monsieur Tshibala n'est pas de l'UDPS. Moi, je lui dirais tout simplement qu'il peut, il a la primature, il dirige, il a des moyens certainement, il peut créer son propre parti. Il ne doit pas cracher sur l'UDPS, un parti qu'il a milité pendant beaucoup d'années. Ce n'est pas élégant. Pourquoi ne pas créer un autre parti, justement? Parce que l'UDPS, c'est limité. L'UDPS, c'est Tshisekedi. Non. Moi, je dis ceci. Quand vous créez, quand il y a un parti politique, bien qu'il s'appelle l'UDPS, le parti politique, c'est le patrimoine commun de tous les militants du parti. Ça n'appartient pas à un individu. C'est de cet esprit que nous devons sortir. Madame, un parti, c'est le patrimoine commun de tous ses membres. Personne ne peut se dire que le parti lui appartient à lui. Non. Monsieur Félix Tshilombo, lui aussi, pourquoi il ne crée pas un autre parti? Mais moi, je vous dis que Tshibala
Bruno, ne peut pas se permettre de créer un autre parti puisqu'il ne s'accommode pas de la transhumance. Ces jeunes politiques ne s'accommodent pas de la transhumance. C'est un homme de conviction. Et s'il n'était pas un homme de conviction, il n'allait pas rester aux côtés de Étienne Tshisekedi pendant 36 ans. Voilà, madame. C'est ça la vérité. Et quand il adhérait à l'UDPS, M. Félix Tshilombo était un illustre inconnu à l'UDPS. Disons les choses comme elles sont. C'est ça la vérité. Pour Tshibala, il est pour la réunification du parti et même la refondation du parti. C'est dans ce sens-là qu'il se dirige dans son congrès. Et moi, j'ai l'avantage d'avoir lu, je ne suis pas de l'UDPS, mais j'ai lu leur statut. Alors ce qu'affirme mon co-débatteur ici, je lui laisse la responsabilité de ce qu'il affirme. Okay. Moi, je dis tout simplement que Tshibala n'a trahi personne. Tshibala respecte l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre, où on a dit que pendant cette période avant les élections, on va se détourner de la logique de la confrontation pour aller dans la logique de la gestion consensuelle et concertée du pouvoir. Ce n'est pas une faiblesse. S'il était faible, Tshibala n'aurait pas fait au moins plus de 15 fois le cachot de l'ANR, les cachots d'un peu partout. Non, c'est puisque c'est un homme de conviction. Et alors, si aujourd'hui, on est en train de cracher sur les sacrifices consentis par M. Tshibala Bruno comme cadre de l'UDPS, c'est tout simplement regrettable, madame. Quoi qu'il en soit, à Limité, on considère que Tshibala et les siens se sont auto-éjectés du parti. On va passer au social. Le social, il va mal. Je vais dire un mot par rapport à ce qui... Oui, il avait parlé, vous avez répondu. Et puis, sinon, si vous y revenez, on ne terminera jamais cette émission. On passera jamais à autre chose. Alors, le social qui va mal, et c'est pourquoi le Premier ministre distribue des billets verts à chaque apparition en public. Bon, là, c'est encore plus grave pour un Premier ministre distribuer des billets verts, distribuer l'argent lorsqu'il apparaît au public. Mais ce que moi, je lui demanderais, c'est de chercher à résoudre le problème. En quoi c'est grave? Non, une autorité ne peut pas faire ça, madame, c'est moins élégant. Il est Premier ministre, c'est une autorité. Il est Premier ministre, il doit en tout cas éviter. Il peut le faire de manière... pas de manière visible comme ça. S'il veut vous donner un peu d'argent, il peut vous appeler puis il donne. En tant que Premier ministre, en tout cas, moi, j'estime que c'est moins élégant de commencer à distribuer l'argent. Le peuple souffre. Ce que vous lui reprochez, c'est ne pas le fond, mais la forme. Bon, je ne sais pas de la manière dont vous trouvez, mais moi j'estime que s'il veut vraiment aider la population, c'est de travailler pour que finalement qu'il y ait une situation propice au développement de chacun, pour que chacun puisse être payé convenablement, pour que quelqu'un qui n'a pas de boulot, il trouve son travail. Mais donner l'argent comme ça, c'est moins élégant et puis c'est pas digne d'un Premier ministre. Oscar Lugendo, cette vidéo où on voit le Premier ministre distribuer de l'argent a fait le tour des réseaux sociaux. Distribuer de l'argent, moi je dis que c'est quoi? C'est peut-être une peccadille. Peut-être qu'il donne l'argent aux gens pour se rafraîchir après la manifestation. Il ne sort pas des millions comme certains, suivez mon regard, qui distribuent de l'argent à tout vent. Et qui se dit, demain, il veut être notre président de la République. Mais il distribue des millions à tout vent. Des millions à tout vent. C'est pour ça que mon co-débatteur ne veut pas aller dans le fond. Il se limite à la forme. Alors, il y a ces usines qui ferment les unes après les autres. Nestlé qui va se tirer du Congo dès le mois de janvier. L'annonce a été faite au début du mois. Ça sera des chômeurs en plus. 180 employés, 500 contractuels. Et Nestlé, je l'ai dit en début d'émission, Nestlé, c'est le conditionnement du lait Nido, c'est la fabrication des cubes Machi, c'est Nescafé, c'est Nesquik, c'est les produits pour enfants, en fait des produits de consommation quotidienne. Et la fermeture de Nestlé, est-ce que c'est pas ça qui pousse les jeunes à chercher à s'expatrier malgré les dangers? J'irai sans Allah. Madame,
dirais ceci. Vous savez, quand il y a fermeture d'une entreprise, il y a des licenciements dont vous parlez là, tout cela, ce sont des conséquences de l'instabilité politique. Vous savez, notre pays connaît ces jours ici des climats de troubles, de tumultes, parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Et l'absence des élections a créé un climat d'instabilité politique. Vous savez, quand vous créez une entreprise, la mission première d'une entreprise, c'est générer des bénéfices. Mais dès lors que les entreprises ne génèrent plus de bénéfices, eh bien, ils peuvent fermer ou licencier. Mais ce que je demanderai au gouvernement, c'est de veiller à ce que tous ces mouvements de licenciement puissent se dérouler de manière régulière pour qu'il n'y ait pas de désagréments. Mais ce qu'il faut encore dire ici, que ça doit cesser. Monsieur le Premier ministre, dont mon co-débatteur soutient parce qu'il est dans son cabinet, parce qu'il y a des choses qu'il faut dire la vérité. Quand j'ai dit que le Premier ministre ne doit pas distribuer de l'argent, c'est moins élégant, c'est trop dire aussi. Parce que quand on est Premier ministre, on est là pour trouver des solutions aux problèmes. Et donner de l'argent comme ça, c'est pas résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes, c'est créer un climat propice au développement, à la création d'emplois, pour que les jeunes trouvent des boulots, pour que ceux qui travaillent soient convenablement payés. Mais dès lors que vous ne faites pas ça, vous pensez donner de l'argent, ça va résoudre des problèmes. Moi, je suis désolé. Mais pour revenir encore à votre question, je dirais que c'est l'instabilité et toutes ces entreprises, eh bien, ils ont raison parce que, madame, Nestlé, c'est un produit que nous avons connu il y a des années et dès lors qu'ils se sentent dans l'insécurité économique, eh bien, ils ne peuvent que agir de cette manière-là. Et surtout que l'économie de l'RDC, c'est une économie qui n'a pas la résilience économique, donc ça ne peut pas résister au choc. Dès qu'il y a l'instabilité, eh bien, ça influence le monde des affaires. Il n'y a pas un bon climat des affaires aussi, ils ne peuvent que faire ça. Donc, le gouvernement doit tout simplement veiller à ce que tous ces mouvements se déroulent dans un climat régulier pour qu'il n'y ait pas de désagréments, surtout en protégeant des Congolais. La succursale congolaise du géant suisse a été créée en 2009 et donc cette fermeture de l'usine et du siège social en République démocratique du Congo, on évoque comme raison les produits Nestlé venus d'Angola qui sont vendus moins cher que ceux qui sont produits ici sur place. Est-ce que quelque chose a été fait au niveau du gouvernement pour sauver Nestlé RDC? Le problème, c'est que nous sommes dans une économie de marché. C'est ça la réalité. Et dans une économie de marché, nous sommes donc... la tendance, c'est arriver à la concurrence pure et parfaite. Et lorsque nous sommes dans un monde de concurrence, madame, il y a toujours des usines qui vont fermer. Quelles que soient les mesures que vous allez prendre. Le problème en économie, il est simple. Sur le marché, lorsque tu ne peux pas supporter la concurrence, tu disparais. Justement, c'est ça la vérité. Les produits congolais ne supportent pas la concurrence des produits venus d'Angola, par exemple. Les produits qui traversent la frontière asphyxient notre économie. Dans le cas d'espèce, vous me parlez de Nestlé. Nestlé qui est un géant suisse. Nestlé a du mal à supporter la concurrence des produits qui viennent d'Angola, par Loufou. Hier, lorsque le gouvernement qui nous a précédés a pris des mesures par rapport à Loufou, les gens ont crié au scandale en disant non, laissez-nous Loufou, parce qu'avec Loufou, nous avons des produits moins chers. Nous devons savoir ce que nous voulons. Les gens doivent savoir ce qu'ils veulent. Ça veut dire que le gouvernement aurait cédé à la pression populaire? Le problème, ce n'est pas de céder à la pression populaire. Je vous dis encore, c'est un problème de marché. Nous sommes dans une économie de marché, c'est un problème de concurrence. Si vous ne pouvez pas supporter la concurrence, vous allez disparaître en tant qu'entreprise. Comme Bralima a disparu au Congo central. Le Bralima a disparu au Congo central, c'est un problème maintenant d'économie d'échelle. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est des gros mots, non, à l'intention de ceux qui nous suivent. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges de la Bralima au Bas-Congo dépassaient son chiffre d'affaires. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Il ne pouvait pas continuer à faire des pertes. Alors il s'est dit, tiens, en faisant le mouvement, c'est-à-dire fermer l'usine, mais prendre les produits d'ici Kinshasa et les emmener à Boma, il s'est dit, avec ça au moins, je peux faire des bénéfices. Qui va le lui reprocher? Certains avaient plutôt
parler. C'est la loi du marché. Des mêmes produits venus d'Angola, justement, par le poste frontalier de Louffou. J'irai sans Est-ce que vous avez senti, à un moment donné, le gouvernement dire stop, pour qu'on ne perde pas les entreprises congolaises ou les succursales étrangères chez nous? Madame, je suis vraiment offusqué d'attendre ce que venait de dire mon co-débatteur. Madame, un gouvernement protège. Il est à l'aise de dire qu'ils ont fermé. Nous sommes dans une économie du marché. On peut fermer à tout moment. Il oublie combien de familles qui vont souffrir parce que les parents sont devenus des chômeurs. C'est simple de dire ça, de déclarer qu'ils vont fermer. Mais combien de chômeurs nous aurons? Un gouvernement protège. Quand on ne sait pas protéger, quand on ne sait pas trouver des solutions, on démissionne, on laisse. C'est clair. Il y a Bralima qui connaît. Mais sur d'autres, si on peut appeler, discuter, puis savoir comment sauver cette usine-là qui aide la population de ces coins-là. Mais vous laissez facilement parce que nous sommes dans une économie du marché. C'est très grave. Quand on gère l'État, soit on est efficace, on continue, on est inefficace, on laisse, on donne. Sous d'autres cieux, quand on annonce la fermeture des usines, il y a d'abord les syndicalistes et les travailleurs eux-mêmes qui manifestent, et bon, appuyés par les opposants. On n'a pas vu les opposants. Madame, on peut bien manifester, mais le même gouvernement va réprimer sans pitié. À tout moment de 5 personnes dispersées sans pitié. Comment, que voulez-vous? Je réponds maintenant concernant cette histoire de Louffou. Effectivement, il y avait une influence, les marchés Louffou exerçaient une influence sur l'économie en interne, ici, surtout dans la ville. Parce que vous trouverez une boîte Nestlé provenant de Louffou à 500 francs, mais ce qu'on vendait ici à 1000 ou 1500. Donc, naturellement, quelqu'un va acheter celui de 500. Vous voyez? Et donc, on devait recadrer cela. Je venais de dire que le gouvernement, à son temps, avait pris des mesures. Il fallait continuer. Lorsqu'il faut agir, quand même que ce serait une décision impopulaire, mais si c'est pour sauver, eh bien, il faut continuer. C'est ça la faiblesse du gouvernement. Enfin, nous sommes dirigés par des gens qui souffrent, parfois de l'inexpérience aussi. Eh bien, on ne peut que subir. Alors, face à ça, est-ce que les jeunes n'ont pas raison de s'expatrier malgré les dangers? Vous savez, ça dépend de chacun. Le danger ne correspond pas à ce que je peux appeler le risque bien calculé. Quand quelque chose est dangereux, il est dangereux. On peut prendre des risques, mais des risques bien calculés. Puisque quand on prend un risque, ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Mais quand c'est dangereux, je ne vois pas pourquoi on doit absolument affronter le danger. S'agissant, pour reprendre ce que disait mon débatteur tout à l'heure, il dit il faut protéger. Mais le gouvernement a tendance à protéger le plus grand nombre. Ceux qui travaillent chez Nestlé et autres sont moins nombreux que l'ensemble de la population. La grande masse se dit Louffou, c'est bien. C'est ça la grande masse. Alors, on doit protéger qui? La majorité ou la petite minorité? Moi, je crois que le choix est clair. Je rappelle ici que Nestlé, c'est 180 employés et 500 contractuels, si mes sources sont bonnes. Ben voilà. Mais Kinshasa, c'est plus près de 15 millions d'habitants. Et Kinshasa est bien content, la population quinoise était bien contente des produits de Louffou. Voilà. La loi électorale, finalement votée à l'Assemblée nationale, quel visage de la classe politique à la veille des élections? Bon, permets-moi de parler un tout petit peu de cette loi. Nous avons dit que cette loi, c'était une loi liberticide, restrictive et antidémocratique. Et donc, je lis plusieurs fois cette loi électorale. C'est une loi taillée sur mesure qui a un seul but, faire du PPRD un parti-État. Nous avons, si vous permettez, madame, suivi des enregistrements sonores d'un hebdomadaire africain dont je tais les noms. Jeune Afrique. Jeune Afrique, merci. Là, il y a eu des révélations. Donc, il y a des gens qui ont dit clairement que plus question de partager des responsabilités avec des alliés, parce que les gâteaux n'ont pas grossi, eh bien, il faut qu'on gère seul. Et pour gérer seul, eh bien, il faut proposer une loi électorale qui soit liberticide, restrictive, qui empêche aux autres de compétir. Est-ce que ce n'est pas de l'ordre d'une ambition légitime d'un parti politique? Non, madame, il faut, quand on légifère, quand on vote une loi, il faut tenir compte des faits sociologiques. Nous sommes un pays, une jeune démocratie. Il y a des partis qui ont
un fief de prédilection. Je prends l'exemple d'Ipalo. Palo, c'est un grand parti politique. Mais son fief, c'est le Grand Bandundu. Mais quand vous soumettez Palo à cette histoire d'essai, peut-être ils ne vont pas y arriver. Et c'est grave. Et cette loi empêche les indépendants. Vous prenez quelqu'un comme Henri Thomas Lokondo. Il a certains partis, mais il est peut-être le seul député de son parti. Mais ce monsieur, il a beaucoup contribué au débat à l'Assemblée. Mais il est seul. Mais avec cette loi, il ne sera pas député. Il ne sera pas. Et donc, cette loi, nous disons que c'est une loi qu'il faut rejeter. Ils l'ont votée. Je vous livre une information, madame. Vous savez, les chefs des partis politiques alliés de la majorité présidentielle, il y en a de ceux qui ont donné des amendements aux députés et de l'opposition pour donnez-moi cet amendement, moi je ne peux pas. Donc, ils ont voté cette loi malgré eux. C'est une loi liberticide, ça va créer des problèmes. Cette histoire d'ICI, je suis candidat chez moi au Moamba, je parviens à remporter 25 000 voix, et comme mon parti n'a pas pu avoir l'essai, je ne serai pas programmé député. Ça va créer quoi là-bas? Sur 60 millions d'habitants, 25 000 voix. Madame, j'ai participé à une élection, j'étais premier suppléant, je sais ce que c'est une élection. C'est une loi qui vise à faire du peuple des partis États. Moi, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Rejetons, malgré que cette loi est votée à l'Assemblée nationale, je crois que le Sénat va travailler de manière à ce que soit on élague ces histoires-là, et soit on les rejette tout simplement. Sinon, l'ARI va encore parler, comme ça a été le cas en 2015. Alors, Oscar Lugendo, même si ceux qui sont pour cette loi évoquent le fait de vouloir rationaliser les choses pour mettre fin aux petits partis et créer des partis d'obédience nationale et justement mettre en œuvre la cohésion nationale? Moi, ce que je ne comprends pas, quand on parle du PPRD qui deviendrait demain un parti, je crois que le temps du parti État est révolu. D'abord, c'est révolu. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Et il ne faut pas prendre le PPRD pour un parti forcément extraordinaire par rapport aux autres. Pourquoi nous voulons faire du PPRD? Pourquoi il y a cette idéologie de l'apologie du PPRD? Moi, je ne suis pas du PPRD. Moi, je suis des facs opposition et je suis convaincu, moi, de par mes convictions. Mais c'est une démission. Si on commence à dire, tiens, le PPRD va ravir tout. Mais c'est une démission. Ne démissionnons pas. Cette loi électorale ne fait-elle pas plutôt la part belle aux partis qui ont déjà une assise nationale? Moi, je dis ceci. Cette loi électorale... Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des partis qui ont tout de même une assise nationale? Mais évidemment. Et pas comme il a dit, le coin dans le Bandundu, le Kondo à l'Équateur. Bien sûr. Mais notre constitution dit aussi, il ne faut pas l'oublier, que le parti doit être à caractère national. La constitution le dit. Et je dis ceci. C'est vrai, il y a des gens qui vont se sentir lésés par cette rationalisation, en fait, qu'on veut mettre dans l'espace politique. Il y en a qui seront contre, j'en conviens. Même moi, dans le cadre de ma plateforme, c'est un problème qui se pose. Mais on se dit, au moins avec cette loi-là, aujourd'hui, nous allons effectivement nous investir dans l'implantation du parti. Puisqu'il y en a qui ne faisaient plus l'implantation du parti. Ils se limitaient à leur petit bastion qui, à Aru, un autre son petit bastion juste à Bukavu, un autre son petit bastion juste à Goma. Et c'était des partis qui se limitaient parfois dans une petite ville. Et vous n'avez pas de parti, vous avez juste cette plateforme. Oui, j'ai cette plateforme et moi, je dis que je vais me mobiliser pour que l'on puisse m'investir et me mobiliser pour ratisser large. Et c'est très important parce que, en définitive, quand nous parlons de la représentation nationale, il faudrait que les élus, c'est un point de vue, les élus qui sont à l'Assemblée nationale, soient le résultat d'une certaine représentation nationale. Et on vous dit 1%. Vous savez, nous ne sommes pas les premiers à créer ça. En France, c'est 5%. Il y a d'autres pays, c'est 10%. Le seuil. Nous, on nous demande 1%. Mais commençons quelque part.
pour aller dans une sorte de rationalisation de notre espace politique. La loi électorale qui maintient le principe de la machine à voter. Bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que je ne sais pas si mon co-débatteur maîtrise bien la question, maîtrise bien cette loi électorale. Si, madame, je la maîtrise correctement, rassurez-vous. Je vous le concède. Voilà. Madame, vous avez la loi électorale qui vous pose le problème de seuil de représentativité. Je venais de parler ici que quand on légifère, on crée une loi tenant compte des faits sociologiques. Et on vient résoudre un problème. On ne crée pas une loi parce qu'il faut la créer. On crée une loi pour résoudre ou réglementer un problème. Mais cette loi va créer des problèmes. Okay. Je venais de vous dire que, madame, je suis chez moi au Mouamba. Je parviens à obtenir 30 000 voix. Et mon parti n'a pas, n'a pas pu atteindre le seuil d'1%. Je ne serai pas proclamé. Mais que diront ces gens? Et il y aura des contentieux, des contentieux. En ce moment-là, madame, il y aura quelqu'un qui aurait peut-être 2500 voix parce que son parti a atteint le seuil, il sera proclamé, ça sera des contestations. Ce n'est pas résoudre le problème. Le deuxième élément, vous venez de parler de la machine à voter. Et cette machine à voter, ce n'est pas en réalité une machine à voter. C'est une machine à tricher ou à faire gagner. Le vote électronique. Madame, je ne sais pas, allez chez moi à Masmandi Malo au fond, où il n'y a pas même du courant. À l'ère des nouvelles technologies. Madame, il n'y en a pas là-bas. C'est ici à Kin. Nous voulons, vous savez, quand on parle de cette histoire des machines à voter, on veut résoudre un problème. C'est quoi ce problème? C'est le coût des élections. On dit que les bulletins, c'est trop cher, tout et tout. Mais personne ne nous parle du prix de ce qui coûte toutes ces machines. Et personne. On parle que ça va résoudre les coûts, les bulletins, c'est trop cher, c'est volumineux, tout et tout. Mais personne ne parle des prix de ces machines. Nous sommes un pays à dimension continentale et nous aurons besoin de beaucoup de machines. Et supposons que une machine coûterait $5 000, multiplié par le nombre de bureaux, nous serons dans des millions de dollars. Là, on veut tout simplement organiser la fraude. On veut tricher parce qu'ils savent que dès lors qu'on va désigner quelqu'un, les dauphins seront bâtis, les députés seront bâtis, alors il faut penser comment tricher. D'accord. Oscar Longuendo, est-ce que vous les comprenez? Non, moi je dis tout simplement que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas prendre le PPRD pour un épouvantail. Non. C'est un parti qui utilise les moyens de l'État. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Ils sont partout. Qu'ils utilisent les moyens de l'État ou pas. Mais moi, je vous apprends qu'au G7, vous êtes resté longtemps au pouvoir aussi. Et vous allez utiliser des moyens de l'État que vous avez mis de côté. Ça aussi, c'est la vérité. Bon. C'est grave. Mais c'est la vérité. C'est grave de dire aux gens qui sont dans l'opposition d'utiliser les besoins de l'État. Vous êtes venus, vous êtes opposants par défaut. C'est ça la vérité aussi. Madame, permettez. S'il vous plaît, il veut juste dire que c'est récemment que vous êtes devenu opposant. Madame, c'est bien dit. Au pouvoir. C'est bien dit. Oui. Nous avons depuis 2006, vous étiez au pouvoir. Nous avons quitté le pouvoir pour défendre la cause des Congolais. Il y a 2 ans. Non, pour il y a 2 ans. Et ils ont trahi l'UDPS. Pour aller occuper les sièges que nous avons laissés. Il faut écouter dans ces pays. Moi, je ne suis pas de l'UDPS, je l'ai dit. Vous êtes allié. Vous défendez M. Tchibala. Dans ces pays, il n'y a qu'un seul sens du mouvement. De l'opposition vers les gouvernements. Nous avons fait le contraire, madame. Nous avons laissé les ministères. Et pour défendre, on ne doit pas parler de n'importe quoi. Même s'il y a des gens qui disent que vous êtes plutôt des taupes dans l'opposition. Et puis, l'opposition, ça ne doit pas être... ce n'est pas notre position biologique. Ce n'est pas notre position biologique. On crée un parti, monsieur, pour conquérir le pouvoir. Vous devez le savoir. Pas pour trahir Non, on n'a pas trahi. C'est le gouvernement est issu d'un accord. S'il vous plaît. Ouais. Alors, ces manifestations de rue, ils changeront quelque chose? Parce que vous l'avez évoqué ici. Les manifestations de rue, est-ce que ça changera quelque chose? Dans quel cadre? La loi électorale que vous décriez, la machine à voter, dont vous ne voulez pas? Madame, vous savez, en tant que leader politique, il nous arrive des fois d'éviter la déferlante, de mettre des gens dans les rues. Parce que nous faisons face à un régime qui tue sans pitié. On va tuer des gens et nous ne voulons pas de ça. Généralement, nous communiquons pour que nos amis reviennent à la raison, mais ils n'écoutent que cette voix-là. Rappelez-vous en 2000,
2015. On a dit, chers amis, on ne peut pas subordonner l'organisation d'élections et les résultats des recensements qui prend beaucoup de temps. Ils n'ont pas écouté. Il a fallu que Larry puisse, comme le président qui avait dit, Larry a parlé. Eh bien, ils ont changé. Cette fois-ci, ça sera le cas. Nous donnons la chance au Sénat. Je crois que les Sénats vont encore jouer, le président qu'on fera, il aura de sa sagesse pour amener les choses à l'ordre. Parce que sinon, il y aura encore des manifestations, il y aura des morts et puis ça ne sera pas bon. Donc, Kengo était un allié de la majorité. Bon, de toute manière... écoutez, qu'il soit allié ou pas, mais c'est quelqu'un, pendant cette période, il avait sauvé la situation. D'accord. Oui, mais pendant cette période-là... La répression oui, d'accord. Des manifestations. Ça va. Mais pendant cette période, nos amis du G7 étaient encore au pouvoir. C'est ce qu'il a oublié de dire. En janvier 2015. Voilà. Mais nous avons voté, nous avions voté non. Écoutez, laissez-moi le temps de parler. Vas-y. Excusez-moi. Voilà. Ça, ce sont des méthodes qu'on utilise dans l'aile de l'UDPS de l'IMT. Ce sont des méthodes, des pratiques staliniennes qui étouffent le débat. Il faut éviter ça. Okay. Alors, la répression des manifestations. Ce que je voulais dire tout simplement à propos des manifestations publiques. Moi, j'estime aujourd'hui, c'est mon point de vue, que le temps n'est plus à l'agitation. Le temps est à la responsabilité. Nous avons des institutions, toutes nos institutions n'ont plus de légitimité démocratique. Aujourd'hui, toutes les institutions ne jouissent que de la légitimité consensuelle, issue de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous faites allusion au président de la République. À toutes les institutions. Au Sénat. Toutes les institutions, y compris les institutions provinciales. Voilà. Et l'Assemblée nationale. Voilà. Tout le monde, toutes ces institutions ne jouissent plus de la légitimité démocratique. J'insiste. Aujourd'hui, on ne leur confère que la légitimité consensuelle, issue de l'accord. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je crois qu'il est temps qu'on aille aux élections. Et ces élections doivent être apaisées, démocratiques et crédibles. Ce n'est plus le temps de manifester. Je crois que c'est le temps pour que tout le monde, là où il se trouve, puisse se mettre en ordre de bataille au niveau de son parti. Un pays où les opposants ne manifestent pas, ressemble fort à une dictature. Non. La manifestation, il ne faut pas qu'elle soit une manifestation pour nous retarder, dans le sens d'aller au-delà de la date déjà qui a été prévue pour les élections. Sinon, on n'aura pas résolu le problème. À quoi ça va nous avancer de ne pas organiser les élections à la date prévue le 23 décembre 2018? Ça ne va nous avancer à rien. On va continuer à tourner en rond. Et entre-temps, nos institutions continueront à être contestées, si pas contestables, du fait qu'elles ne seront plus revêtues d'une légitimité démocratique. Okay. Richard Sanzala, le 19 décembre, une autre mobilisation. Madame, nous allons continuer à résister. Il venait de dire que toutes les institutions sont illégitimes, illégales aussi. Ils sont illégales. Non, la Constitution est claire à ce sujet. Laissez-moi parler. Vous venez de me faire des leçons de morale ici. Bon, alors... Ne tomberez pas dans ces pièges. Donc, je disais que toutes les institutions sont illégitimes, illégales aussi. Nous considérons qu'effectivement, qu'il n'y a pas une volonté d'organiser les élections. Parce que Joseph Kabila est fin mandat depuis 2016, décembre 2016. Nous étions chez les évêques, on a travaillé, effectivement, nous avons eu un accord qu'on a sabordé. Chez Monsieur Oscar, l'accord n'est pas encore appliqué. Cet accord n'est pas appliqué de bonne foi. Nous travaillons effectivement pour que soit qu'on applique l'accord, et soit nous considérons que dès que Joseph Kabila, dès lors qu'il sera candidat, il n'y aura pas d'élection. Donc, nous travaillons pour qu'il y ait effectivement une transition sans Joseph Kabila. Et croyez-moi, et ces plans, beaucoup de gens y adhèrent maintenant. C'est ce qui fait que ces 19, nous serons encore sur les rides de Kinshasa partout ailleurs pour réclamer des élections, pour réclamer une transition sans Kabila. Parce que nous considérons que dès lors qu'il sera là, il n'y aura pas des élections. S'il y aura des élections, ça ne sera pas des bonnes élections, ça sera des élections bâclées. Parce que déjà partie de cette loi électorale qui empêche, qui viole la Constitution, qui énerve les dispositions constitutionnelles. Et nous disons que les élections ne sont pas des cadeaux qu'on donne dire
ok, allons-y parce que ce sont des élections. Non, non, les élections, ce sont des droits, nous irons aux élections, pas n'importe quelles élections, des bonnes élections, et nous estimons que des bonnes élections et seront à l'issue d'une transition citoyenne, une petite transition citoyenne sans Joseph Kabila. L'accord n'est pas appliqué de bonne foi, il essaie. Peut-être qu'il défend parce qu'il est au cabinet, bon, je comprends, mais il doit reconnaître que cet accord n'est pas appliqué de bonne foi. On termine avec bon, l'accord n'est pas appliqué de bonne foi. Vous voulez me faire rire? L'accord, ce sont des principes qu'on a arrêtés. Ce n'est pas des individus. Pour vous, l'accord sera appliqué à partir du moment où tel individu est Premier ministre ou tel autre est désigné président du CENSA. Mais non, ce sont des principes, mon cher jeune frère. Ce ne sont pas des individus. Là, on a arrêté des principes. Je suis d'accord avec vous. Quand on dit le Premier ministre sera présenté, il a été présenté par qui? Présenté par qui? Par le rassemblement, par le président. Et nous nous sommes réunis autour du président du Conseil de sages, qui est M. Joseph Olenga Nkoy. Je regrette. Alors, nous étions dans les principes. Les principes ont été respectés, donc l'accord a été mis en œuvre et de bonne foi. Voilà. C'est ça la vérité, jeune frère. Maintenant, si vous cramponnez sur le fait qu'il faut absolument que ça soit tel qui soit Premier ministre, mais on n'en sortira pas. Je venais de dire je voulais vous dire, et je le répète ce que j'ai dit au départ, la période ici, avant les élections, ce n'est pas une période de confrontation. Il faut sortir de la logique de la confrontation pour une logique de gestion consensuelle et concertée du pouvoir. Et donc vous, qui étiez en train de me dire « Oh, tel allait résister au président de la République », nous n'avons pas besoin de conflit au sommet de l'État. Sinon, comment voulez-vous qu'on aille aux élections de manière apaisée? Et vous dites vous-même que les élections, c'est un droit reconnu au peuple congolais. Alors, n'étouffez pas ce droit, s'il vous plaît. D'accord. Juste un mot, et c'est fini. Merci. Je dirais que, monsieur Oscar, vous faites la figuration dans ce gouvernement. Vous ne dirigez même pas. Vous ne dirigez même pas. Aujourd'hui, si on pose la question... Ça, c'est la rumeur qui le dit. On pose la question au Premier ministre Tshibala, pourquoi il n'y a pas eu élection, il ne saura pas répondre. Donc, ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas ce que nous voulons de Félix Tshisekedi parce qu'il est extraordinaire. C'est pas la CENI. Est-ce que c'est pas la CENI qu'il faut poser cette question? Non, le gouvernement décaisse les moyens, madame Massa. Oui, mais l'organisation des élections est de la compétence exclusive de la CENI. On a terminé. S'il te plaît. Et ça, c'est la Constitution. On a terminé. S'il te plaît, madame Emo, je disais que nos amis font la figuration tout simplement. Ils ne gèrent pas. Nous avions voulu qu'il y ait un Premier ministre fort qui puisse contrôler effectivement l'action du gouvernement vers l'organisation de l'élection. Parce qu'on avait une durée d'une année. Maintenant, nous sommes en décembre, il n'y a pas eu d'élection. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est qu'il y a eu glissement une première fois. Y aura-t-il glissement une deuxième fois? On le saura. Justement, c'est pour cela que nous disons que dès lors qu'ils seront là, il n'y aura pas des élections. Donc, il faut absolument qu'il y ait une transition sans Joseph Kabila pour finalement que nous ayons... Vous avez cautionné le premier glissement, hein? Bon. Madame, non seulement on a cautionné le glissement, qu'on a tous décrié à un moment donné, non seulement on a cautionné le glissement de l'institution président de la République, mais aujourd'hui, toutes les institutions sont dans le glissement. Et si on y prend garde, madame, demain, nous serons dans la glissade. J'irai sans il est cadre. La fin sera catastrophique. J'irai sans il est cadre de l'ARC. L'ARC, c'est le parti d'Olivier Kamitatou. Il est au G7, il est au Rassemblement Limité et candidat député national, député provincial. National dans les Mwamba. Oscar Lugendo, porte-parole des FAC Opposition. Au FAC Opposition, les co-modérateurs ou les co-patrons là-bas, c'est Ingele Photo et Vama Kassa, pour faire la différence avec les FAC de Martin Fayoulou. Il est au Rassemblement Kassavubu. Il en est le porte-parole d'intérim, étant donné que le porte-parole de Tshibala est Premier ministre. Il est également le monsieur Finance et Budget au cabinet du Premier ministre. Merci à tous les deux. Mais vous n'êtes pas candidat? Vous n'êtes pas encore décidé. Madame, la candidature aux élections, c'est quelque chose de réfléchi. Pour le moment, je suis dans la réflexion pour savoir d'abord où je vais me présenter et à quel niveau je vais me présenter. Merci à tous d'avoir suivi ce débriefing en rediffusion demain, jeudi 7h15, vendredi 7h15. À la semaine prochaine.
Our